Au mariage de ma sœur, mon père m'a frappé avec un présentoir à gâteau solide après que j'ai refusé de donner ma maison de 450 000 $. Je m'appelle Isabella et j'ai 30 ans. En grandissant, je n'ai pas mis longtemps à réaliser que dans ma famille, l'amour et l'attention n'étaient pas donnés de façon égale. Dès le moment où ma sœur cadette, Doris, est née, c'était comme si toute la maison avait changé son orbite autour d'elle. Elle était l'enfant prodige, celle avec le sourire éblouissant, le petit rire doux, la parfaite petite princesse. Tout le monde l'adorait. Moi, j'étais juste là. Je me souviens vivement de mon 5e anniversaire. J'avais demandé un kit scientifique, excitée d'explorer les mystères du monde. Quand le jour est arrivé, j'ai déballé mon cadeau avec des mains tremblantes, seulement pour trouver une robe rose à froufrou à l'intérieur. Ma mère, Martha, a applaudi de joie. « Maintenant tu peux être aussi belle que Doris », a-t-elle dit, sans remarquer comment mon excitation s'effondrait en déception. Albert, mon père, m'a à peine regardé avant de tourner toute son attention vers Doris, qui tournoyait dans sa robe assortie comme une petite ballerine. Ce schéma est devenu ma réalité. Chaque fois que Doris accomplissait quelque chose, même quelque chose de petit, comme réciter un poème ou gagner un simple concours d'art, nos parents organisaient des célébrations, lui achetaient des cadeaux et affichèrent des photos partout dans la maison. Quand j'ai remporté la première place à la foire scientifique de l'État à 12 ans, j'ai reçu un tiède « Bon travail, gamine ». Avant que la conversation ne revienne rapidement au prochain récital de danse de Doris à l'école, je me suis enfouie dans les livres et les projets scientifiques, aspirant à la validation que je ne pouvais jamais trouver à la maison. Chaque certificat, chaque médaille, chaque honneur que j'ai gagné a accumulé de la poussière dans un coin oublié du salon, tandis que les trophées de danse de Doris brillaient fièrement sur l'étagère principale. J'ai appris très tôt que dans les yeux de mes parents, l'amour était conditionnel et je ne remplissais pas les conditions. Doris était la fille de rêve qu'ils avaient toujours voulu, charmante, pétillante et facile à exhiber devant les voisins. J'étais l'ombre maladroite et studieuse en arrière-plan, toujours trop silencieuse, trop sérieuse, trop invisible. Pourtant, je n'ai jamais abandonné. Au fond de moi brûlait un feu, une croyance obstinée et inébranlable qu'un jour je prouverais ma valeur. Pas pour leurs applaudissements, pas pour leur amour, mais pour moi-même. Et ce jour viendrait plus tôt que quiconque ne l'avait prévu. Le jour où je suis partie pour l'université a été le premier vrai goût de liberté que j'ai jamais eu. Je me souviens encore de me tenir dans l'embrasure de la porte, mes sacs emballés et mon cœur battant, tandis qu'Albert me donnait un signe de tête distrait et que Martha me disait « Ne perds pas trop de temps sur les livres. Tu devras t'installer. Bientôt. » Je les ai ignorés. L'université a été une révélation. Dans les salles de classe et les laboratoires, je n'étais plus invisible. Ma passion pour la biochimie et les sciences environnementales n'était pas bizarre. Elle était respectée. Pour la première fois, mon dévouement ouvrait des portes plutôt que de les claquer. Bourse d'études, stages, bourse de recherche. J'ai poursuivi chaque opportunité et les saisis à deux mains. Alors que d'autres étudiants passèrent leur week-end à faire la fête, je passais les miens dans des laboratoires de recherche et des bibliothèques. Mon travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai obtenu mon diplôme en tête de ma classe, décrochant un poste dans une prestigieuse entreprise de biotechnologie avant même d'avoir mon diplôme en main. Le salaire n'était pas exorbitant, mais c'était suffisant. Suffisant pour commencer à construire la vie dont j'avais toujours rêvé. Une vie où je n'avais pas à me diminuer pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. J'ai vécu frugalement, économisant chaque prime, chaque augmentation, chaque dollar supplémentaire. Je ne me suis pas offert de vêtements de créateur, de voitures de luxe ou de vacances somptueuses. J'avais un objectif en tête. L'indépendance. Une maison à moi. À l'âge de 29 ans, après des années de sacrifice et de discipline, j'ai finalement réussi. J'ai acheté une belle maison de 2 chambres pour 450 000 $, dans un quartier calme et charmant. Elle n'était pas immense, mais elle était parfaite. Cuisine moderne, salon confortable, un petit jardin à l'arrière, où j'imaginais lire des livres par les après-midi ensoleillés. Chaque coin de cette maison représentait une partie de moi. Mes luttes, mes réalisations, mes rêves. Quand j'ai parlé de mon achat à mes parents, j'espérais, peut-être naïvement, un éclair de fierté. Mais fidèles à eux-mêmes, ils l'ont ignoré. Martha a à peine réagi, plus intéressée à me dire comment Doris venait de remporter un concours de beauté locale. Albert m'a adressé un demi-sourire et a murmuré « C'est une grande maison pour une seule personne, tu ne trouves pas ?» Leurs mots ont fait mal, mais pas assez pour ternir mon bonheur. Pour une fois, je ne cherchais pas leur approbation. J'avais construit cette vie pour moi-même, et rien, pensais-je, ne pourrait me l'enlever. J'avais tort. Le mariage de Doris.
avait été le sujet de conversation de la famille pendant des mois. Martha était entrée en mode planification d'événements, obsédée par chaque petit détail. Les fleurs, le traiteur, les essayages de robes. Albert se tenait fièrement à ses côtés, prêt à présenter leur fille parfaite au monde. J'y ai assisté. Bien sûr, malgré tout, je croyais encore à l'importance de se montrer aux événements familiaux, même si je me sentais souvent comme une étrangère dans ma propre lignée. Le lieu du mariage était magnifique. Une salle élégante, décorée, d'ivoire et d'or. Des guirlandes de lumière féerique scintillaient au-dessus de nos têtes, et une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés. Les invités bourdonnaient d'excitation, riant, se mêlant, sirotant du champagne. Tout le monde semblait enveloppé dans la magie de la soirée. Alors que je me tenais près de la table des rafraîchissements, observant les célébrations, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une douleur douce, amère. Il ne faisait aucun doute que cette journée était consacrée à Doris, à son début de conte de fées, à l'image parfaite qu'Albert et Martha avaient toujours imaginée. Peter, le fiancé de Doris, semblait assez gentil. Il avait un sourire timide et des manières douces, et il traitait tout le monde avec respect. Dans une autre vie, j'aurais même pu l'apprécier comme beau-frère. J'avais offert à Doris un cadeau réfléchi, un médaillon ancien avec une inscription sur les nouveaux voyages et l'amour. Ce n'était pas extravagant, mais c'était personnel. Un morceau de mon cœur offert silencieusement. Personne n'en a fait grand cas, bien sûr. C'était juste moi, après tout. La cérémonie n'avait pas encore commencé. Les invités arrivaient encore, bavardant, profitant des amuse-gueules. Doris voltigeait autour de la salle, rayonnante de bonheur, sa robe de satin blanc traînant élégamment derrière elle. Je suis restée près des marges, souriant quand c'était nécessaire, me fondant dans le décor comme je l'avais toujours fait. Mais il y avait un malaise sous la surface, une tension dans l'air, une lueur étrange dans les yeux de Martha chaque fois qu'elle me regardait. Je ne le savais pas encore, mais la soirée qui devait être une célébration allait bientôt se transformer en quelque chose de complètement différent. Quelque chose de laid, quelque chose d'inoubliable. Je sirotais un verre d'eau pétillante près de l'entrée quand Martha m'a fait signe avec un sourire excessivement doux. Albert se tenait à côté d'elle, les mains jointes derrière son dos, l'air étrangement formel. « Isabella, ma chérie, nous avons besoin d'un mot rapide, » a dit Martha, son ton imprégné de cette douceur acérée familière qui me faisait toujours nouer l'estomac. Je les ai suivis à quelques pas de la foule principale, vers un coin plus calme de la salle, où la musique s'estompait en un bourdonnement lointain. Peter parlait avec sa famille à proximité, inconscient de la tension qui se formait. Martha s'est penchée en premier, sa voix basse mais urgente. « C'est une journée si spéciale pour Doris. Tout a été parfait jusqu'à présent, n'est-ce pas? » J'ai hoché lentement la tête, incertaine de là où cela allait. Albert s'est éclairci la gorge, échangeant un regard avec Martha avant de parler. « Il y a quelque chose à quoi ta mère et moi avons pensé. Quelque chose d'important pour l'avenir de cette nouvelle famille. » Je me suis redressée, le malaise grandissant. « Tu as maintenant cette belle maison, » a dit Martha, ses yeux brillants non pas d'affection mais de calcul. « Et tu es célibataire. Tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace. » J'ai cligné des yeux, les mots tombant lourdement, leur sens prenant forme lentement. Albert a fait un pas en avant, souriant, comme s'il m'offrait une grande opportunité. « Nous pensons que ce serait le cadeau de mariage parfait si tu donnais ta maison à Doris et Peter. » Pendant un moment, le monde est devenu silencieux autour de moi. Le tintement des verres, le doux rire des invités. Tout s'est transformé en bruit blanc. « Vous êtes sérieux ?» ai-je finalement demandé, ma voix tendue. « Bien sûr », a dit Martha, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « C'est ton devoir en tant que sa sœur. La famille aide la famille. » Mes mains se sont serrées en poings à mes côtés. J'ai pensé aux années de sacrifice, aux nuits solitaires à faire des heures supplémentaires, à me refuser des vacances, des luxes, même des conforts simples, tout pour acheter cette maison, ma réalisation. J'ai secoué lentement la tête, sentant le feu monter en moi. « Non », ai-je dit fermement. « Je ne donne ma maison à personne. » Le sourire de Martha est tombé. Ses yeux ont brillé de quelque chose de plus sombre, la déception se transformant en fureur. La mâchoire d'Albert s'est serrée. Avant que je puisse faire un pas en arrière, avant même que je puisse me préparer à la tempête, Albert a bougé et tout a changé. La main d'Albert a bougé si vite qu'au début, je n'ai même pas réalisé ce qu'il faisait. Dans un mouvement furieux, il a saisi le lourd présentoir à gâteaux en métal de la table de dessert à proximité, le même présentoir élégant qui avait tenu le gâteau de fiançailles de Doris quelques instants auparavant. Sans un mot, sans une once d'hésitation, il l'a balancé vers moi. Le métal a frappé le côté de ma tête avec un craquement écœurant.
Un flash blanc et brûlant de douleur a explosé derrière mes yeux. J'ai trébuché en arrière, tenant ma tête, sentant du sang chaud couler entre mes doigts. Des hoquets ont ondulé à travers la pièce. Des assiettes se sont fracassées au sol. Quelqu'un a crié. Je pouvais à peine entendre quoi que ce soit au-dessus du rugissement dans mes oreilles, mais je pouvais voir l'horreur sur le visage des gens. Je pouvais voir Martha se précipiter vers moi, non pas avec inquiétude, mais avec un grognement sur les lèvres. Sale gamine égoïste et ingrate. Elle a craché, sa voix assez tranchante pour couper. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu oses nous humilier aujourd'hui de tous les jours. J'ai vacillé, ma vision se brouillant, luttant pour rester debout. Autour de moi, les invités ont sorti leur téléphone. Certains enregistraient, d'autres regardaient simplement, choqués. Et pourtant, Doris est restée figée dans sa robe blanche, sa bouche entr'ouverte dans une incrédulité silencieuse. Peter, de l'autre côté de la salle, se déplaçait déjà, se frayant un chemin à travers la foule vers moi. Avant qu'il puisse m'atteindre, une voix a retenti, forte, impérieuse. « J'appelle la police !» a crié un homme. Eric. Je l'ai vaguement reconnu des présentations précédentes. Il composait déjà, parlant rapidement dans son téléphone. Martha s'est à nouveau élancée vers moi, ses paroles pleines de venin, mais Peter s'est interposé entre nous juste à temps, me protégeant de son corps. « Reste loin d'elle !» a-t-il grondé, son ton habituellement doux remplacé par quelque chose d'acéré et de féroce. Le sang coulait le long de mon visage sur le sol blanc immaculé. Le mariage de conte de fées se transformait en cauchemar. En quelques minutes, le son des sirènes a tranché l'air. Des lumières rouges et bleues clignotaient contre les murs, de verre du lieu. Les ambulanciers sont entrés en premier, leurs mains douces alors qu'ils m'éloignaient du chaos, pressant une gaze contre ma tête. Derrière moi, j'ai entendu le clic des menottes. Albert Reynolds a annoncé sévèrement un officier. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression et coups et blessures. » Un autre officier s'est tourné vers Martha, qui hurlait encore des blasphèmes. « Vous aussi, madame, a-t-il dit, froidement, tirant ses mains derrière son dos. Le monde s'est à nouveau brouillé, alors que les ambulanciers me guidaient vers l'ambulance. Je n'étais pas sûre si c'était la blessure ou simplement le chagrin. Mais la seule chose que je savais, avec certitude, était ceci. Il n'y avait pas de retour en arrière. La scène à l'extérieur de la salle de mariage était un flou de lumière clignotante, de foule murmurant et de pas précipités. Alors que les ambulanciers m'installaient sur une civière, je pouvais entendre des bribes de conversation tourbillonner autour de moi. « Vous avez vu ça? Il l'a frappé avec un présentoir à gâteau. » J'ai tout enregistré. C'est tout sur vidéo. Incroyable. Au mariage de sa propre fille. Les ambulanciers ont travaillé rapidement, enveloppant ma tête, vérifiant mes signes vitaux et s'assurant que je restais consciente. Je pouvais voir Eric à proximité, parlant encore à un officier, lui montrant les images qu'il avait capturées sur son téléphone. Une autre invitée, une femme que je connaissais à peine, s'est avancée avec hésitation, tenant son téléphone. « J'ai Carr, aussi enregistré », a-t-elle dit. « Vous pouvez avoir ma copie. » En quelques minutes, plusieurs invités ont volontairement offert leurs vidéos, leur visage tendu de colère et de dégoût. Les officiers ont recueilli les preuves, prenant méthodiquement des déclarations, s'assurant que chaque pièce de l'histoire était documentée. Pendant ce temps, Martha et Albert étaient assis sur le trottoir, tous deux menottés, tous deux furieux. Martha continuait à lancer des insultes sous son souffle tandis qu'Albert fixait le sol, sa mâchoire dans un silence sinistre. Peter est resté à proximité, refusant de quitter mon côté. Ses mains se serraient et se desserraient à ses côtés, la tension irradiant de lui comme de la chaleur. « C'était censé être un mariage », a-t-il murmuré, plus à lui-même qu'à quiconque. Comment ont-ils pu transformer ça en ça? Un des officiers s'est approché doucement de moi. « Mademoiselle Reynolds, nous aurons besoin d'une déclaration complète une fois que vous vous sentirez mieux. Pour l'instant, nous traitons cela comme une agression grave. » J'ai faiblement hoché la tête, la douleur dans ma tête pulsant avec chaque battement de mon cœur. Alors qu'ils me chargèrent dans l'ambulance, j'ai aperçu Doris debout à l'entrée de la salle. Sa robe de mariée était toujours immaculée, mais son visage était froissé de désespoir. Les parents de Peter se tenaient à côté d'elle, bras croisés, leur visage sombre de fureur. Je pouvais le voir, les fissures se formant, les conséquences commençant au moment où les portes de l'ambulance se sont fermées derrière moi. Me scellant loin du chaos, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était le début d'un règlement de compte. Alors que l'ambulance s'éloignait à toute vitesse, m'emmenant vers l'hôpital, la dévastation que j'avais laissée derrière moi à la salle de mariage continuait à se dérouler à l'intérieur du lieu. L'atmosphère autrefois joyeuse s'était aigrie au-delà de toute réparation.
Les invités murmuraient en groupe, certains rassemblant leurs affaires en silence, d'autres secouant la tête d'incrédulité. Personne ne dansait plus. Personne ne célébrait. Les parents de Peter, Monsieur et Madame Lawrence, se tenaient devant Doris et le reste de sa famille, leur visage dur de déception et d'indignation. « C'est impardonnable !» a dit Monsieur Lawrence, sa voix résonnant à travers la salle silencieuse. « Nous ne lierons pas notre famille à une qui tolère la violence et la cruauté. » Madame Lawrence a hoché brusquement la tête, ses lèvres pressées, en une ligne mince et sinistre. « Nous vous faisions confiance, » a-t-elle dit, sa voix tremblant de colère contenue. « Nous avons accueilli ces fiançailles parce que nous croyions en l'amour de Peter pour vous. Mais après ce que nous avons vu, aujourd'hui, il n'y a pas de mariage. Ni maintenant, ni jamais. » Doris, toujours dans sa robe de mariée, a haleté. Des larmes ont jailli dans ses yeux. « S'il vous plaît, » a-t-elle chuchoté, tendant la main. Mais Madame Lawrence a reculé comme si elle s'était brûlée. « Ce n'est pas seulement à propos d'aujourd'hui, » a continué Monsieur Lawrence inébranlable. « C'est à propos du genre de personnes dont vous vous entourez, du genre de famille dont vous venez. Nous n'exposerons pas notre fils à ce poison. » Sur ce, les parents de Peter se sont retournés et se sont éloignés, laissant Doris debout là, brisée et humiliée. Peter se tenait à l'écart, regardant tout se dérouler. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas défendu Doris. Ses yeux, quand ils ont rencontré les siens, étaient remplis non pas d'amour, mais de déception et de regret. Lentement, les invités ont commencé à partir, murmurant des condoléances maladroites ou évitant complètement Doris. En quelques minutes, le mariage qui avait été planifié pendant des mois s'est dissous en cendres. Doris s'est effondrée dans une chaise à proximité, sa robe s'étalant autour d'elle comme une fleur fanée. Albert et Martha, maintenant sous garde policière, ne pouvaient rien faire pour intervenir, enchaînés par leurs propres actions. Le mariage a été officiellement, complètement, dévastement annulé, et tout remontait à une simple vérité. Leur cruauté avait finalement détruit l'image parfaite qu'ils avaient si soigneusement construite. La chambre d'hôpital était, petite mais calme, un contraste frappant avec le chaos que j'avais laissé derrière. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus, tandis que les infirmières s'affairaient efficacement à vérifier mes signes vitaux, à recoudre la plaie sur ma tête et à l'envelopper soigneusement. Je restais immobile, mon corps endolori, mon cœur plus lourd que jamais. Les médecins m'ont dit que j'avais une commotion cérébrale, mais pas de fracture. Un petit miracle, ont-ils dit, compte tenu de la force du coup. J'ai eu de la chance. Ça ne ressemblait pas à de la chance. Alors que je me reposais, entrant et sortant d'un sommeil léger, la porte a grincé en s'ouvrant. Peter est entré, son visage tendu d'inquiétude. Dans ses mains, il portait un petit bouquet de marguerites fraîches. Simple, authentique. « Salut », a-t-il dit doucement, s'approchant du lit. J'ai réussi un petit sourire. « Tu n'étais pas obligé de venir. »« Je voulais », a-t-il répondu fermement. « Je devais le faire. » Il a tiré une chaise et s'est assis à côté de moi, ses mains jointes, fermement. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le poids de tout flottait entre nous. « Je suis tellement désolée pour ce qu'ils t'ont fait », a finalement dit Peter, sa voix se brisant légèrement. « Tu ne méritais rien de tout ça. Rien. » Des larmes ont piqué les coins de mes yeux. Mais je les ai chassés en clignant des yeux. Je ne voulais plus pleurer. Pas pour eux. Peter a pris une profonde respiration. « Je connais un bon avocat. Son nom est Scott. C'est un ami proche à moi. Si tu es d'accord, je pense que tu devrais porter plainte. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout ce qu'ils t'ont fait subir toute ta vie. » Pendant un moment, j'ai hésité à intenter une action en justice contre mes propres parents. La pensée se tordait douloureusement en moi. Mais puis je me suis souvenu du visage furieux de Martha, du coup brutal d'Albert avec le présentoir à gâteau, des années à être traitée comme si je n'étais jamais assez, et quelque chose en moi s'est durci. « Je veux le faire, » ai-je dit, ma voix plus forte que je ne me sentais. « Je dois le faire. » Peter a souri faiblement, fier. « Bien. Tu mérites justice, Isabella. Tu mérites mieux. » Il a serré doucement ma main, offrant un soutien silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seule. À la fin de cette semaine, une fois que les médecins m'ont autorisé à sortir, Peter est resté à mes côtés alors que je quittais l'hôpital. Ensemble, nous avons conduit directement au bureau de Scott, prêt à faire le premier pas vers la récupération de ma vie. Le bureau de Scott était chaleureux et accueillant, rempli d'étagères en bois foncé alignées avec des livres juridiques et des certificats encadrés. Pourtant, malgré le décor réconfortant, mes mains tremblaient légèrement alors que je signais les papiers. « Ce ne sera pas facile », a averti Scott,
faisant glisser doucement les documents vers moi. Mais avec les preuves que nous avons, les vidéos, les déclarations des témoins, tu as un dossier très solide. Peter était assis à côté de moi, sa présence constante et rassurante. J'ai regardé le gros dossier sur le bureau de Scott. À l'intérieur se trouvaient des déclarations sous serment d'invité du mariage, des rapports médicaux détaillant la commotion cérébrale et la blessure à la tête, et plus important encore, plusieurs enregistrements vidéo clairs de l'agression, chaque moment brutal capturé dans une réalité froide et indéniable. « Je suis prête », ai-je dit, ma voix calme mais ferme. « Je veux faire cela. » Scott a hoché la tête avec approbation. « Nous portons plainte pour agression, abus émotionnels et tentative de coercition de propriété. Leur comportement passé renforcera ton dossier. Nous exigerons à la fois une responsabilité pénale et une compensation civile. » L'entendre exposer si formellement a fait se tordre mon estomac, mais cela a également alimenté quelque chose de profond en moi. La résolution. En quelques jours, l'affaire a progressé. Des dates de tribunal ont été fixées, des assignations ont été émises, des témoins ont été préparés. Lorsque le procès a commencé, la salle d'audience était comble. Des amis, de la famille élargie, même des journalistes sont apparus, attirés par le scandale d'une fille portant plainte contre ses propres parents. Albert et Martha étaient assis rigidement à la table des accusés, leurs visages pâles et tendus de rage. J'ai pris la barre et raconté mon histoire. La négligence de l'enfance, le favoritisme, les années d'abus émotionnels et enfin l'attaque violente pendant la cérémonie de mariage de Doris. Scott a présenté les vidéos au jury. Les images montraient tout. Albert saisissant le présentoir. Agatho en métal, le coup brutal, mon trébuchement et le sang qui a suivi, les insultes hurlées de Martha, les invités se précipitant pour appeler la police. Chaque seconde était indéniable. Les témoins ont confirmé ce que la vidéo montrait. Eric et plusieurs autres ont témoigné sans hésitation, décrivant non seulement l'attaque, mais aussi le favoritisme de toute une vie et la cruauté qu'ils avaient observée au fil des ans. L'avocat d'Albert a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un moment d'égarement, que les tensions étaient élevées, que tout était un malentendu. Mais les preuves étaient trop fortes. La vérité était trop claire. Le jury n'a pas délibéré longtemps. La salle d'audience est tombée dans le silence lorsque le jury est revenu, leurs expressions graves et certaines. J'étais assise à la table du plaignant, mon cœur martelant dans ma poitrine. Peter s'est penché, sa main serrant légèrement la mienne. Un message silencieux. « Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. » Le porte-parole s'est levé, s'éclaircissant la gorge. Nous, le jury, déclarons les accusés, Albert Reynolds et Martha Reynolds, coupables de tous les chefs d'accusation. Les mots ont résonné dans la salle d'audience, tranchant la tension épaisse comme une lame. Les épaules d'Albert se sont affaissées. Martha a poussé un cri aigu, sa main agrippant le bord de la table pour se soutenir. Pour une fois, il ne pouvait pas s'en sortir par des mots. Il ne pouvait pas tisser des mensonges, ne pouvait pas manipuler la sympathie. La justice se produisait ici même, maintenant. La juge Hamilton, une femme sévère avec des lunettes, pointue et une voix encore plus acérée, n'a pas perdu de temps pour prononcer la sentence. À la lumière des preuves accablantes présentées, a-t-elle dit, sa voix froide et ferme, et compte tenu des dommages émotionnels durables infligés à la plaignante, je condamne par la présente Albert Reynolds et Martha Reynolds, chacun, à 8 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 6 ans. Un halètement a ondulé parmi les spectateurs. Et de plus, a poursuivi la juge, ils sont condamnés à payer intégralement les frais médicaux de la plaignante, les honoraires d'avocat et les dommages pour détresse émotionnelle. C'était plus que je n'avais jamais osé espérer. Albert et Martha ont été immédiatement menottés par les huissiers, leurs expressions un mélange tordu de choc et de fureur. Alors qu'ils étaient emmenés, Albert s'est brièvement retourné, ses yeux cherchant les miens pour toute trace de pardon. Il n'en a trouvé aucune. Je les ai regardés disparaître par les portes latérales de la salle d'audience, engloutis par le système judiciaire qu'ils avaient si arrogamment cru ne jamais les toucher. Lorsque le marteau s'est abattu, signalant la fin de l'audience, un énorme souffle que je n'avais pas réalisé retenir s'est échappé de ma poitrine. C'était fini les années de négligence, la cruauté, la trahison, tout avait mené à ce moment. Et pour la première fois de ma vie, je ne survivais pas seulement, j'étais libre. Le soleil brillant de l'après-midi a embrassé mon visage alors que je sortais du palais de justice, la brise fraîche apportant avec elle un sentiment de clôture que je n'avais jamais connu auparavant. Dans une main, je tenais les documents finaux, preuve que justice avait été rendue. Dans l'autre, je sentais la chaleur de la possibilité. Peter m'attendait juste à l'extérieur des lourdes portes en bois. Il se tenait droit. Soigneusement,
vêtu d'un costume bleu marine, un sourire plein d'espoir tirant sur ses lèvres. Sans un mot, il s'est approché de moi et a doucement écarté une mèche de cheveux de mon visage. « Tu l'as fait !» a-t-il dit, la fierté brillant dans ses yeux. « Tu t'es défendu. Tu as changé ta vie. » « Je n'aurais pas pu le faire seul, ai-je murmuré, ma gorge se serrant d'émotion. Peter a lentement secoué la tête. « Tu as toujours été forte, Isabella. Tu avais juste besoin que quelqu'un croie en toi comme je le fais. » Il a pris une profonde respiration, le monde semblant faire une pause autour de nous. Les invités et les journalistes s'agitaient en arrière-plan, mais à ce moment-là, il n'y avait que Peter et moi. De sa poche, il a sorti une petite boîte en velours. Mon souffle s'est arrêté. « Je sais que ce n'est pas exactement le timing du conte de fées, » a dit Peter, sa voix épaisse de sincérité. « Mais la vie n'est pas parfaite. Elle est réelle. Et je préférerais construire quelque chose de réel avec toi que de poursuivre n'importe quelle illusion. » Il a ouvert la boîte pour révéler une bague de fiançailles simple et délicate. Discrète, belle. Exactement le genre de choses que j'aurais choisi moi-même. Il s'est agenouillé là même sur les marches du palais de justice. « Isabella Reynolds, » a-t-il dit. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes ont brouillé ma vision alors que 1000 émotions me traversaient. Joie, soulagement, espoir, amour. La douleur du passé n'a pas disparu, mais elle ne me contrôlait plus. Je l'avais survécue, je m'en étais relevée, et maintenant, on m'offrait un avenir que je n'avais jamais pensé pouvoir avoir. « Oui », ai-je murmuré. Puis plus fort. « Oui ». Le petit groupe autour de nous a éclaté en acclamations et applaudissements. Peter a glissé la bague à mon doigt, et je l'ai tirée, dans une étreinte serrée, riant à travers mes larmes. Quelques mois plus tard, nous avons organisé un mariage simple mais magnifique, entouré de personnes qui tenaient vraiment à nous. Pas de grands spectacles, pas d'attentes toxiques. Juste de l'amour, de l'honnêteté et de l'espoir. Après le mariage, Peter et moi avons emménagé dans ma maison. Notre maison. La même maison de 450 000 $ que j'avais tant lutté pour protéger. Chaque mur, chaque pièce, chaque coin de cette maison représentait un témoignage de résilience, de courage et de nouveau départ. Et pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas simplement. J'étais vraiment, profondément, joyeusement vivante. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire complète. Si vous l'avez appréciée et souhaitez entendre plus de parcours puissants et émotionnels, assurez-vous de liker la vidéo. Laissez un commentaire pour partager vos pensées et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables chaque semaine. Votre soutien signifie beaucoup et nous aide à vous apporter encore plus de contenu inspirant. À bientôt dans la prochaine histoire.